nous ne vivons que sous, dans et par le regard de l'autre. Selon la manière dont l'autre nous regarde, nous en sommes plus ou moins unifiés, plus ou moins tonifiés, plus ou moins soutenus dans l'existence, et nous éprouvons avec plus ou moins d'intensité le sentiment d'exister. Ce sont des considérations qui sont tout à fait centrales pour la vie psychique de tous, n'est-ce pas? Or, la relation avec l'autre se concrétise dans des identifications. Alors là, vous pouvez peut-être voir que ça commence à se raccrocher, parce que d'identification, on va pouvoir passer à identité, n'est-ce pas? Bon. Alors c'est là où tout commence. Parce qu'il y a des places de la structure sociale où l'instance regardante maximale, celle qu'on pourrait appeler l'autre social, si vous voulez, ne livre que des identifications qui sont parfaitement affligeantes, qui sont parfaitement déconsistantes, des identifications dégradées, abîmées. On n'offre que des solutions identificatoires abîmées aux individus. Les sociétés de domination, par construction, réservent aux dominés ces identifications négatives et ne leur laissent que des options identificatoires dégueulasses. Voilà, on vous regarde, voilà à quoi vous pouvez vous identifier. Vous êtes des moins que rien, vous êtes des déchets, vous n'êtes pas tout à fait humain, etc. Alors là, comment dire, c'est la dévastation existentielle garantie. Je veux dire, ce sont des événements psychiques dont les conséquences sont d'une lourdeur extrême. Alors que font les individus, et c'est là que j'en reviens à toutes tes élaborations, Auria, que font les individus quand ils sont confrontés à des situations psychiques et identificatoires aussi désastreuses? C'est très simple. Ils luttent comme des forcenés. Ils luttent comme on lutte pour des enjeux de vie ou de mort. Et c'est normal, car ce sont en effet des enjeux de survie psychique. Et en l'occurrence, ils luttent en se jetant sur toutes les possibilités identificatoires de raccro, n'est-ce pas, qui vont leur permettre de se récupérer, qui vont leur permettre de se refaire, psychiquement parlant. Alors, les plus démunis vont se rendre au plus simple. Ils vont se jeter sur les solutions identificatoires de dernier recours et de secours, par exemple les petits blancs. Qu'est-ce qu'il leur reste? Qui sont des massacrés notoires de l'identification sociale. Qu'est-ce qu'il leur reste? Sur quoi ils peuvent se jeter? Ils vont se jeter sur « je suis français ». Identification nationaliste, convertie en identité nationaliste. Ils vont se jeter sur « je suis blanc », identification raciste, convertie en identité suprémaciste. Ils vont se jeter sur « je suis homme », identification masculiniste, etc., etc. Et avec ça, avec ce petit nécessaire de survie, je me requinque, je me refais une santé psychique. Je me sauve de l'effondrement. Bon. Ce qu'on voit parfaitement dans ce triptyque, c'est ça le point sur lequel je voudrais insister, c'est que les malmenés de l'identification sociale n'ont le plus souvent pour solution identificatoire de récupération que d'inférioriser à leur tour. Dans la gauche française, elle veut rester propre. Propre tout le temps. Non. À un moment donné, il faut arrêter avec cette politique de la propreté, il faut se salir les mains. Et se salir les mains, c'est de penser les petits blancs. Et j'ajoute la part lumineuse des petits blancs. La part lumineuse. Parce qu'il faut arrêter, ils ne sont absolument pas réductibles au racisme, au sexisme, à l'homophobie et tout ça. C'est pas possible. Genre, ça, c'est, pour moi, et Dieu sait si, je veux dire, je n'écris pas l'état racial intégral en expliquant à quel point ils sont intérêts à cet état-là et ils ont intérêt à être racistes. Si je l'écris, c'est parce que je pense que c'est un problème fondamental et donc il faut aller vers cette rupture. Mais je pense qu'en même temps, pour aller vers cette rupture, il y a, en amont de la rupture, il faut un acte qui est un acte d'amour. Il faut d'abord qu'on aille vers eux avec un acte d'amour, mais pas un truc calculé, je veux dire. Il faut le penser réellement et le penser réellement comme nous on le pense. Parce que moi, je ne suis pas en train de jouer la comédie quand je dis que parce que je suis profondément décoloniale, parce que je ne crois pas que le racisme est quelque chose de génétique, et je ne crois pas que les Blancs soient blancs par nature, et donc ils ont été produits comme blancs, et le blanc est un processus historique, il a été fait par l'histoire, il doit pouvoir être défait par l'histoire. Et donc, par notre action, eh bien, soit on les observe et on les condamne, comme on nous condamne nous, on nous condamne nous, soit on pense réellement qu'on peut être ensemble, et je dis que d'une certaine manière, et c'est comme ça que je le lis, les gilets jaunes, et je ne crois pas à une espèce de générosité intrinsèque des gilets jaunes, ce serait vraiment idéaliste de le penser. Mais ils m'ont fait un cadeau quand ils ne nous ont pas désignés comme leur ennemi. Ils m'ont fait un cadeau à moi. J'apprécie qu'ils aient dévié
de la route qui était tracée pour eux. Donc là, je le dis très clairement, j'ai peur de ces blancs-là. Je ne suis pas dans un rapport sentimental, là, quand je dis qu'il faut des preuves d'amour. Je ne suis pas du tout dans un rapport sentimental. Parce que je pense que ce sont aussi mes ennemis. Et je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'ils le deviennent. Et qu'ils acceptent le cadeau empoisonné de la bourgeoisie. Je pense qu'il y a de fortes chances. Mais je pense, en même temps, qu'il n'y a aucune possibilité, aucune, d'ouvrir la porte de leur cœur s'il n'y a pas de la part du champ politique extérieur aux petits blancs un acte qui leur dise il y a une autre possibilité, il y a une potentialité, il y a un chemin qui peut s'ouvrir à nous. Je suis la première à penser qu'il est extrêmement étroit, mais au point où on en est, eh ben, on peut l'envisager.